Je crois que vous avez commencé en cuisine, mais pas directement par pas directement par le guide Michelin. Vous étiez d'abord commis en cuisine au départ. Absolument, il y a 40 ans, à Paris d'ailleurs, après des études à l'école Ferrandi. J'ai commencé comme commis dans un restaurant qui s'appelait le Bistrot 121, rue de la Convention, qui avait une étoile à le guide Michelin à l'époque. Comment est-ce qu'on est un jeune étudiant américain? Comment un jeune étudiant américain finit par aller travailler, d'abord étudier à Ferrandi, puis aller dans une cuisine? Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Vous aviez des parents fans de gastronomie? Non, pas du tout. Moi, je n'étais pas du tout élevé dans cette milieu-là, mais je crois que la France représente pour beaucoup de monde quand même, enfin, je dirais ça autrement, il y a beaucoup de personnes qui viennent en France et qui ont une épiphanie, qui goûtent, qui voient quelque chose, que ce soit l'art, le vin, un homme ou une femme, quelque chose qu'ils trouvent en France qu'ils ont trouvé nulle part ailleurs. Et après, on se rend compte que on veut. Moi, j'ai l'impression d'être un Français né par erreur aux États-Unis. Donc, moi, j'ai décidé à 16 ans que je voulais venir en France, faire ma vie en France, devenir cuisinier, qui n'a pas duré longtemps, mais je suis resté en France depuis. Et vous n'êtes pas devenu cuisinier, vous avez fait un détour par les pneumatiques, ce qui explique... Absolument, enfin entre autres, j'ai resté en France, donc j'ai fait mes études, j'ai fait une école de commerce et puis un MBA à Paris. J'ai travaillé dans le vin, je travaillé avec le Club Med, j'ai fait plusieurs carrières différentes avant de rentrer chez Michelin en 2007 en tant que directeur commercial pour la ligne produit moto, dans le pneu, moto, et puis à Clermont-Ferrand, où j'ai passé 4 ans. Avant que mon conseiller de carrière me regarde dans mon CV et me dit tiens, tu as travaillé en cuisine, tu te connais en cuisine et en vin, on cherche un patron pour le guide Michelin. Donc je suis tombé de ma siège et puis effectivement j'ai commencé quelques mois après. Donc c'est venu un peu par accident au fond, même si... Complètement. Ouais. Et ça a été quoi votre réaction quand on vous a dit... Je ne croyais pas, c'était trop beau pour être vrai. Je peux pas m'imaginer. Et quelles ont été vos premières décisions en tant que patron du guide Michelin quand vous vous êtes retrouvé aux manettes du guide le plus ancien, le plus prestigieux du monde? Oui, bien sûr. Mon première décision était de voir toutes les équipes dans le monde entier pour montrer que je n'étais pas qu'un Américain mangeur d'hamburgers. Je n'étais pas traité d'une façon très délicate par certains membres de la presse. Mon arrivée n'était pas accueillie avec un les bras Américain ouverts. patron du guide Michelin, c'était une insulte au patrimoine national. Surtout un Américain qui venait du pneu. Donc c'était j'ai eu quand même quelques articles qui n'étaient pas très gentils. Mais enfin, il faut avoir le dos rond au guide Michelin. Et après, pour assurer mes équipes que je savais de quoi je parlais et aussi que j'étais là pour avancer le guide et développer le guide et aussi planter le drapeau Michelin dans un maximum de pays parce que j'avais compris que pour être vraiment pérenne, le guide doit être mondial. Et c'est ce que vous avez fait, ça a été votre action au sein du guide Michelin? Oui, moi j'ai ouvert 10 nouveaux guides, donc 7 pays nouveaux. Comment on ouvre un pays? Alors on en parlait tout à l'heure avec la Géorgie. Comment on fait pour ouvrir un pays au guide Michelin? D'abord, il faut que le pays soit dans l'intérêt du groupe Michelin. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'activité principale du groupe Michelin, ce n'est pas les guides, c'est les pneus. Donc il faut que l'activité pneumatique a un intérêt pour le guide. Parce que le guide est là pour créer la valeur pour la marque Michelin. Donc ça, c'est une chose. Après, il faut avoir un intérêt gastronomique, il faut avoir une culture gastronomique, il faut avoir des restaurants, il faut avoir un bon niveau de cuisine. Et troisièmement, il faut que le guide soit capable de chercher et trouver des inspecteurs potentiels. Ça, c'est dur à trouver, des inspecteurs? Est-ce que vous recrutiez des inspecteurs vous-même? En fait, en général, on ne recrute pas parce que les gens qui sont obsessionnés par la cuisine savent que le guide Michelin, l'inspecteur du guide Michelin est un métier où on est payé pour manger, en gros. Et donc, on reçoit beaucoup de CV chaque année. Et dès qu'on annonce qu'on va s'implanter dans un pays, le guide, on reçoit beaucoup de CV pour justement postuler pour le poste d'inspecteur. Vous faisiez du recrutement vous-même? Enfin, tous les nouveaux inspecteurs, j'ai eu un entretien avec presque tous les nouveaux inspecteurs, bien sûr. Alors, c'est quoi les critères d'un bon inspecteur au Michelin, vu par l'ancien directeur du guide Michelin? D'abord, il faut qu'on fait un entretien pour voir si la personne est sérieuse, qu'il arrive en costume et pas en t-shirt et jeans. Si cette personne a déjà travaillé dans un restaurant ou en cuisine ou en salle ou dans un métier de la bouche. Les gens qui disent « Oh, j'adore, on va me payer pour aller au restaurant », bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne considère pas. Après, on passe un entretien pour voir si la personne est sérieuse. Après, on l'invite, lui ou elle, dans un restaurant avec un inspecteur chevronné. L'inspecteur et les candidats commandent les mêmes plats. Et après, on invite les candidats pour venir pour faire une analyse comme on fait les inspecteurs un essai de table.
Et on compare. On compare, exactement. Est-ce qu'on peut parler il faut parler de la produit, il fallait 5 critères du guide Michelin. Ouais. La qualité des produits, maîtrise de cuisson, personnalité du chef, équilibre et harmonie dans les saveurs et consistance, régularité dans le menu. Je crois qu'on ne s'imagine pas le défi que ça représentait pour un Américain de s'imposer à la tête du guide Michelin. Comment les chefs vous ont reçu au début alors? Écoutez, ils vous ont servi des hamburgers avec du coca et du ketchup? Exactement, avec beaucoup de prudence, mais je crois que comme j'avais un passion pour la gastronomie, j'étais capable, quand j'ai rencontré Joël Robuchon, qui était un grand moment pour moi, je me rappelais exactement ce que j'avais mangé dans son restaurant Jamin en 1992. Donc j'ai dit à M. Robuchon qu'est-ce que j'avais mangé, et là il avait compris que j'étais quelqu'un qui était sérieux. Enfin, je pense que moi j'ai des souvenirs quand j'étais chez Freddy Girardet, quand j'étais chez Alain Ducasse, quand j'étais chez Alain Chapelle à Mionnay, Claude Perrault à Villeroy. Il y a des restaurants où si on est câblé comme ça, on a un souvenir inoubliable des plats qu'on a mangés. Et justement, quelles sont vos plus grandes émotions? Alors vous avez mentionné Robuchon, mais vous avez 7 ans de critique gastronomique. Quelles sont les plus grandes émotions que vous ayez eues? Pour moi, les plus grandes émotions, c'est quand je suis sur scène et on invite les chefs nouveaux, fraîchement étoilés de venir. Et je sens, je donne l'étoile ou le plaque et je sens le dos du chef et je sens son cœur en train de battre d'une façon extrêmement forte. C'est des moments de grande émotion parce qu'on sait qu'en fait, on met en lumière sur ces chefs qui travaillent très très durement et quelque part, on change leur vie. D'avoir un guide Michelin, d'avoir une étoile du guide Michelin pour un chef, c'est quelque chose qui change la vie. Et dans l'assiette, alors, quels sont les grands repas que vous avez faits on ne peut pas citer tout le monde, vous allez forcément faire des mécontents. J'ai fait un calcul, j'ai mangé dans plus de 1500 restaurants étoilés. Mais il n'y a pas un repas où je n'ai pas eu quelque chose d'étonnant en relation avec un chef. Franchement, j'ai eu des expériences incroyables qui m'ont complètement changé ma vie. Et vous êtes resté ami avec les chefs encore aujourd'hui, j'imagine? Enfin, j'ai essayé de ne pas être ami avec des chefs quand j'étais au guide parce que, bon, il faut garder ses distances, mais bien sûr, j'ai renoué une certaine relation d'amitié avec un certain nombre de chefs. Alors, on va parler de ce que vous faites chez Jumeirah, mais avant ça, quels sont pour vous, maintenant que vous êtes sortis, les plus grands défis du guide Michelin aujourd'hui? Il y a la digitalisation, il y a l'explosion du nombre de classements, on l'a vu. Oui. Quels seraient les autres? Maintenant que vous pouvez en parler un peu, quels seraient... Oui, je pense que le guide Michelin doit continuer de garder la confiance des chefs. C'est très important que dans son modèle, dans son déontologie, dans ses jugements. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est de rester pertinente. Qu'est-ce que les lecteurs du guide, qu'est-ce qu'ils veulent du guide? Est-ce qu'il faut changer le guide? Est-ce qu'il faut changer quelque chose, oui ou non? Et la troisième chose, il faut être, ce que disait Emmanuel Rubin, il faut absolument être digital. Aujourd'hui, le monde est digital. Et il faut que la présence digitale du guide soit absolument irréprochable. Et la question sur Jumeirah, donc vous êtes parti du guide Michelin pour rejoindre, finalement vous êtes passé de la critique à la restauration? À l'opérationnel, absolument. C'était quoi? C'était une frustration personnelle? Vous aviez envie de passer de l'autre côté? Non, pas du tout. J'avais passé 7 ans incroyables, inoubliables, qui m'a marqué à vie, 7 ans au guide. Mais bon, je suis en fin de carrière encore, et l'opportunité d'aller travailler avec un homme, mon patron José Silva. C'était une rencontre qui a décidé ça. C'est José Silva, l'ancien directeur du Georges V, exactement, que j'ai connu quand il était au Georges V. J'ai vu aussi, il a travaillé avec le Four Seasons à Megève, à Lisbonne et à Paris, bien sûr, à Lisbonne aussi. Donc, chaque fois que José passait, il transformait la cuisine de l'hôtel pour lequel il était responsable d'une façon extraordinaire. Et c'est un visionnaire dans la gastronomie. Et l'opportunité d'aller à Dubaï, un pays que je ne connaissais pas, travailler à côté de lui pour vraiment élever et mettre en lumière, recruter des chefs, améliorer les restaurants et vraiment avoir un impact direct sur l'expérience de nos clients, c'était une tentation trop forte. Et Jumeirah, c'est quoi pour résumer alors? Résumer, c'est un groupe d'hôtellerie de luxe basé à Dubaï. Il y a 22 hôtels dans le monde aujourd'hui, mais on a d'autres projets en cours. Et 8 des hôtels sont basés à Dubaï et on a probablement la plus belle collection d'hôtels au Moyen-Orient. Et l'objectif que vous avez, c'est recruter des chefs
J'ai 3 casquettes. D'abord, c'est recruter des chefs, ce que je fais, j'en ai recruté une dizaine. Le deuxième, c'est de vraiment, d'une façon quotidienne, comme je faisais au guide, aller dans les restaurants, goûter, voir est-ce que les produits sont bons, est-ce que les cuissons sont maîtrisées, est-ce qu'il y a une harmonie dans les saveurs, pour dire, voilà, non, ça c'est trop cuit, ça c'est pas assez cuit, c'est trop salé, c'est trop fade, enfin, ce qu'on faisait au guide. Et la troisième chose, aussi ce que je faisais au guide, c'est le porte-parole et le garant du fait que Jumeirah a mis la cuisine comme pierre angulaire dans leur stratégie d'élever la marque Jumeirah dans le monde entier. Donc la gastronomie, ça devient une partie de l'identité de Jumeirah. L'un des 3 piliers que José Silva a défini pour différencier Jumeirah des autres hôtels de luxe. Merci beaucoup Michael Ellis, on l'applaudit. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Michael Ellis? Une question éventuellement? Non. Merci beaucoup Michael. Merci d'être venu. Merci de tout ce temps que vous nous avez accordé.